Bonjour à tous, alors nous allons ouvrir le dossier Rome. Un peu d'histoire pour changer, et donc la question simplement de ce qu'on appellerait la chute de Rome, plutôt que la disparition ou l'effondrement de l'Empire romain, puisque vous savez que la partie orientale de l'Empire romain, sous le nom d'Empire byzantin, a survécu quasiment pendant un millénaire, de plus, mais la chute de la Rome historique telle qu'on la connaît. Donc il faut savoir que de la mythologie, Romulus, le fondateur de Rome, avait vu 12 vautours. Et la tradition romaine laissait penser que 12 vautours signifiaient 12 siècles dans lesquels Rome rayonnerait. Donc 12 siècles d'histoire romaine. Et les 12 siècles étaient arrivés, puisque Rome est fondée en 754 avant Jésus-Christ, sur la mythologie, par Romulus, et s'effondre entre 410 et 476 après Jésus-Christ, sur la chronologie historique. Vous voyez que les 12 siècles y sont. Alors, sans dire que le dieu de la guerre avait offert 12 siècles à Rome et que donc il avait abandonné sa cité une fois les 12 siècles accomplis, on peut considérer qu'effectivement l'histoire romaine était en boucle. La boucle est terminée. Alors, qu'est-ce qui explique la chute de l'Empire romain? Déjà, cette idée qu'il y aurait une cause unique à l'effondrement de l'Empire romain et de Rome est une idée naïve. C'est évidemment tentant d'imaginer qu'il y ait une cause unique à tout. C'est très facile, et il y a aussi aujourd'hui, vous avez des doctrinaires comme Sorel et d'autres qui vous expliquent que tous nos problèmes viennent d'une seule cause, et qu'il suffirait de régler le problème de cette cause en question, et de le faire disparaître, pour que tous les problèmes disparaissent. C'est évidemment de la naïveté totale, ou de la malhonnêteté intellectuelle, je pense plutôt pour la seconde hypothèse. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui explique la fin de l'Empire romain? La première chose, c'est qu'il faut regarder une carte. Si vous regardez la carte de l'Empire romain au IVe siècle, par exemple, sous Constantin et Théodose, vous voyez que l'Empire romain est extrêmement vaste, puisqu'il comprend à la fois une partie importante de l'Europe, en tout cas qui va de la Grande-Bretagne jusqu'à la Bulgarie, sans la Germanie évidemment, sans les pays slaves. Vous avez ensuite le nord de l'Afrique, toute l'Afrique du Nord, mais aussi la Libye et l'Égypte. Vous avez un morceau de Mésopotamie, vous avez la Turquie, vous avez la Syrie, vous avez le Liban, la Palestine, Israël. Voilà. Vous avez tout ça, c'est-à-dire vous avez un espace qui est sur 3 continents. Partie asiatique, menacée par l'Empire perse, qui, depuis le IIIe siècle, l'Empire sassanide est donc régénéré, elle est en phase d'expansion, et qui veut récupérer les territoires perdus de l'époque de l'Empire achéménide, donc de Darius et de Cyrus. Et vous avez donc un front africain, ce sont les tribus nomades du sud du Sahara, enfin de la zone du Sahel, les Blémis et d'autres tribus qui veulent, piller l'Afrique du Nord et l'Égypte, donc il y a évidemment ce front africain. Et puis vous avez le front européen, tout simplement, avec par exemple les Écossais, les Calédoniens, qui sont toujours indépendants, qui sont au nord du mur d'Adrien, et puis vous avez ensuite toute la zone germanique, donc c'est-à-dire toute la frontière de Limès qui va depuis les Pays-Bas jusqu'à la Roumanie, où vous avez des zones de frontières permanentes, de manière quasiment permanente depuis en fait le milieu du IIe siècle, depuis les batailles menées par Marc Aurèle, qui est un front qui est en permanente ébullition, donc avec des attaques de Germains. Alors ces Germains viennent généralement pour piller, mais à partir donc, du IVe siècle, enfin fait de masse, et du Ve siècle notamment, ce sont les Huns qui viennent d'Asie centrale, qui viennent d'au-delà même, et qui repoussent les peuples, qui les fuient. Et donc beaucoup de Germains au Ve siècle vont se retrouver à vouloir fuir leur territoire natal, puisqu'ils sont menacés, et donc à déferler sur l'Empire romain. Ça, c'est le cadre. Donc voilà, le problème, c'est que si vous avez la convergence des catastrophes, c'est-à-dire, comme le dirait Guillaume Fay, c'est-à-dire à la fois l'attaque des Germains d'un côté, et l'attaque de l'Empire perse de l'autre, sans parler éventuellement de tentatives de pillage de l'Afrique du Nord, et bien vous avez une armée romaine qui est très sollicitée. Or, l'armée romaine est une armée de professionnels depuis le 1er siècle avant Jésus-Christ. Les citoyens romains en avaient assez de faire la guerre pour défendre la cité contre Carthage et d'autres, et ils avaient perdu énormément d'hommes, énormément de morts, et donc les Romains commençant à être vainqueurs et commençant à connaître l'opulence, en avaient assez de faire le service militaire. C'est évidemment comme ça que toutes les décadences commencent, et à partir du moment où l'armée de métier remplace l'armée de conscrits, l'armée des citoyens réunis sur le champ de Mars, et bien évidemment cette armée professionnelle va avoir un poids de plus important. Et lorsque vous avez des guerres à répétition, eh bien l'armée prend le contrôle. Et donc ce sont les militaires qui, au IIIe et au IVe siècle, vont imposer les empereurs, au lieu que ce soit le Sénat ou les institutions traditionnelles.
Effectivement, vous avez jusqu'à Commode, jusqu'à la fin du IIe siècle, vous avez une continuité politique à peu près établie, vous avez des dictateurs, des tyrans, entre guillemets, qui sont reniés, c'est-à-dire par exemple Néron, Caligula, Domitien et d'autres, mais globalement, à partir du règne de Vespasien jusqu'à la mort de Marc Aurèle, vous avez un empire romain assez serein, assez fort, économiquement prospère. À partir de Commode, qui lui-même va faire partie de la liste donc des Néron et autres, vous avez commencé à avoir un empire romain qui s'effondre. Pertinax est sans doute le dernier empereur romain en 194 après Jésus-Christ qui peut être considéré comme l'empereur romain. Ensuite, vous avez les dynasties orientales, c'est-à-dire donc les Sévères, avec Septime Sévère, et la Gabale et ses prêtres castrés, Sévère Alexandre, Philippe l'Arabe quasiment chrétien. Et ensuite, vous avez une remise en ordre de Rome par l'impact des Illyriens et des peuples balkaniques, puisque ce sont des empereurs illyriens qui vont prendre le contrôle de Rome grâce aux armées et qui vont imposer donc une renaissance partielle de Rome. On peut citer évidemment Aurélien, Dioclétien, Maximin Thrace et d'autres. Donc c'est clairement les Balkaniques qui vont prendre le contrôle, qui vont défendre un paganisme romain d'ailleurs assez traditionnel, qui vont être dans la résistance à la décadence. Bien que finalement ce soit un des leurs qui au final soit celui qui ouvre la porte du christianisme, c'est l'empereur Constantin. Alors pourquoi Constantin devient chrétien? J'avais expliqué maintes et maintes fois pourquoi. Une des raisons aussi, c'est que les divisions entre païens et chrétiens nuisaient à la vie de l'Empire, fragilisaient l'Empire, et Constantin s'est imaginé qu'en imposant la même religion à tout le monde, une religion qui en plus renforçait le pouvoir impérial et l'autocratie, eh bien ça irait mieux. Mais il s'est trompé. Alors Constantin évidemment est vainqueur pendant tout son règne. Il gagne en interne et il gagne aussi en externe. Mais jusqu'à l'empereur Julien d'ailleurs, l'Empire romain est encore assez solide. Julien peut se permettre une attaque efficace contre les Perses, qui prendra fin seulement avec la mort de l'empereur, probablement trahi par un des siens. Et à partir de là, tout va bien jusqu'en 378, jusqu'à la fameuse bataille d'Andrinople. C'est à partir de la fin effectivement du IVe siècle que les pressions barbares commencent à augmenter de manière considérable. Et l'Empire romain, que fait-il? Eh bien, il négocie. Au lieu de se battre, au lieu de défendre l'Empire, eh bien, il donne des terres aux Francs, par exemple, dans le nord de la Gaule. Il va céder et il va laisser s'implanter des populations germaniques sur le territoire. Mais ces populations germaniques n'auront pas les droits des citoyens romains. Donc, par exemple, il y aura pendant tout le 4e, 5e siècle des gros problèmes parce que les Germains ne peuvent pas devenir empereurs romains. Donc, ils sont obligés de passer par des prête-noms qui leur servent d'alibi et de bouclier. C'est un vrai problème d'ailleurs d'une certaine manière, c'est-à-dire que Rome est capable d'universaliser sa citoyenneté à tous les orientaux, en 212 après Jésus-Christ, sous Caracalla, mais au 4e ou 5e siècle, est incapable de donner la citoyenneté romaine à des Germains qui sont beaucoup plus proches des Romains historiques que des populations orientales de l'Empire. Donc c'est un peu l'incohérence. Et évidemment, la non-intégration des Germains va poser des problèmes. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du 5e siècle, il y a le phénomène de vague des Huns. Et les Huns vont pousser beaucoup de Germains à venir tenter leur chance dans l'Empire romain. Et puis il va y avoir le drame. Le drame, c'est 410 après Jésus-Christ. En 410 après Jésus-Christ, donc il y a un Germain qui s'appelle Alaric, qui est chrétien, il faut savoir, et ce Germain qui est chrétien, eh bien, tout simplement, assiège Rome. Et donc Rome est affamée, assiégée, et les esclaves vont de nuit, sous la conduite d'une patricienne chrétienne qui s'appelle Faltonia Proba, ouvrir de nuit la cité aux barbares. Alors à ce propos, je vais sortir du champ très brièvement, mais à ce propos, il y a un ouvrage qui est intéressant sur les 500 dates de l'Empire romain. Donc je suis l'histoire romaine et de la chute de Rome, juste pour donner un exemple. Et vous allez voir que j'analyse ce petit livre s'appelle Antiquité Minute, 200 faits incontournables d'Antiquité. Bon, un ouvrage qui est assez sympathique par ailleurs. Voilà, le sac de Rome est évoqué. Et écoutez bien comment c'est présenté. Donc l'empereur Honorius refusa de négocier le avec Alaric, et après que la porte Salaria, donc une des portes de Rome, a été ouverte par les esclaves, les envahisseurs s'y engouffrèrent et pillèrent la ville 3 jours durant. Ils pillèrent les richesses de Rome, mais épargnèrent ses grands édifices, et chrétiens eux-mêmes laissèrent le peuple se réfugier dans les églises. Comprenez bien ce que ça veut dire derrière. En fait, il faut analyser autrement. Effectivement, c'est Faltonia Proba, qui est une patricienne chrétienne, et ses esclaves qui ouvrent de nuit la cité à des Germains chrétiens. Alors, est-ce qu'il faut l'interpréter comme une trahison ou simplement comme un acte humanitaire en se disant que la ville souffrait? On ne sait pas. Mais vous voyez déjà les éléments. Vous avez Alaric qui est chrétien, vous avez Faltonia Proba qui est chrétienne, qui ouvre les portes de la cité, ce qui permet aux Germains d'envahir la ville. Bon.
Ces Germains, apparemment, épargnent les chrétiens, qui vont se réfugier. Mais est-ce que les chrétiens en 410 étaient majoritaires à Rome? Non. À 410, après Jésus-Christ, il y avait encore une majorité païenne. Donc, les païens ont été pillés, et les chrétiens ont été épargnés. Voilà exactement ce qui s'est passé historiquement. Et vous voyez, comme ce petit ouvrage, qui est neutre dans la story, dit les choses de manière, comment dire, très douce. Voilà. Donc vous avez des esclaves comme ça, spontanément, qui vont ouvrir les portes de Rome, comme ça, pas de problème. Et puis alors les gentils chrétiens germaniques, qui eux, pillent pas, ils pillent pas du tout. Ils envahissent une ville, ils pillent rien du tout. Ils laissent les gens se réfugier dans les églises, et puis ils font rien, quoi. On a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Voilà. Sauf qu'évidemment, la ville est tombée. Évidemment, l'effet de la chute de Rome est catastrophique, et ça va jusqu'en Afrique du Nord. Puisque, à ce moment-là, un chrétien qui s'appelle donc Augustin d'Hippone, qui est un ancien païen, ancien manichéen, va être obligé de réagir et il va écrire ce livre qui s'appelle La Cité de Dieu. Pourquoi? Parce que les Romains commencent à dire, bon, vous êtes bien gentils les mecs, bon voilà, mais vous avez voulu nous imposer une nouvelle religion, d'accord? Bon, sauf qu'à l'époque où on avait nos dieux multiples, on était vainqueurs, et que maintenant qu'on a votre dieu unique, eh bien on perd sur le terrain. Rome est tombée, c'était pas arrivé depuis l'époque des Gaulois, et finalement, est-ce que c'est pas parce qu'on a abandonné nos dieux? C'est d'autant plus vrai que, en 410, les prêtres étrusques à Ruspice étaient venus à Rome spécialement pour défendre la cité en expliquant que si un certain nombre de rites étaient pratiqués, les rites traditionnels, eh bien, les Germains seraient vaincus. Bon. Et le pape a fait pression parce que les gens étaient assez d'accord finalement pour réaliser ces prêtres, ces pratiques païennes, étrusques, eh bien, il l'a bloqué. Alors à ce sujet, il y a un livre très intéressant qui s'appelle Chrétien et Aruspice, donc de Dominique Briquel, qui est un spécialiste de l'histoire romaine, qui est un normalien, et qui est très intéressant parce que ça montre que les Étrusques vont résister au christianisme jusqu'au 6e siècle de notre ère, donc voilà. Ça, ce sont des faits historiques, c'est pas une prise de position idéologique ou religieuse, j'explique un peu comment ça s'est passé, je ne prétends pas qu'effectivement les dieux romains se sont détournés de Rome et que ça explique la défaite. Je dis simplement que les païens de l'époque, du 5e siècle, expliquent cela. Et Augustin d'Hippone va donc écrire un ouvrage, La Cité de Dieu, pour expliquer que, en fait non, que c'est pas la première fois que Rome s'effondre, que donc, finalement, de toute façon ce qui compte pour Augustin, c'est pas la cité terrestre, qui est Rome, c'est la cité céleste, d'où peut-être la Cité de Dieu, donc de toute façon que Rome peut bien s'éteindre tant que le christianisme vit. Voilà. Et effectivement, Rome s'est éteinte, alors pas en 410, parce qu'il y a eu une première chute en 410, une deuxième pillage de la ville en 455 sous Genséric, et puis ensuite, la fin de l'Empire romain était compliquée. Le dernier empereur romain païen, il faut le savoir, s'appelait Anthemius, c'est un grec qui avait été nommé empereur de l'Occident, donc de 400, je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 467 à 472, donc vraiment vers la fin, et qui était païen. Donc ça veut dire qu'on pouvait être encore un empereur païen à la fin du 5e siècle à Rome. C'est le dernier. Évidemment, il était très discret et il ne faisait pas de provocation, mais l'historiographie chrétienne prétend qu'il a voulu restaurer les temples et les rites. Il va être tué par un Germain, et puis il va y avoir le dernier empereur romain. Le dernier empereur romain s'appelle Romulus Augustus. Romulus, le fondateur de Rome, le premier roi, et puis Augustus, Octavien Auguste, le grand empereur qui fonda l'Empire. Romulus Augustus, donc deux noms qui sont là pour incarner la renaissance de Rome. Il n'en sera évidemment rien. Tellement rien que son surnom sera Augustulus finalement, c'est-à-dire le petit Auguste, de manière pour le railler. Et donc ce Romulus Augustulus était un jeune gamin de 14 ans, qui n'a jamais eu la réalité du pouvoir, c'était son père qui en fait s'en servait comme prête-nom, et qui a été débarqué à un moment donné, tout seul presque par les Germains du coin, c'est-à-dire que c'était vraiment l'Empire à l'ouest n'existait plus, tout simplement. Il y a resté des petits vestiges. Clovis, par exemple, va écraser le royaume de Syagrius, qui est une sorte de vestige gallo-romain, plus ou moins autonome. Et donc les Germains vont dépecer tout simplement l'Empire romain, et ça va servir de base, matrice, mais des siècles et des siècles après, aux nations d'Europe occidentale que l'on peut connaître. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, les troupes romaines vont abandonner au 5e siècle la Bretagne romaine est abandonnée. Les Celtes vont faire appel à des mercenaires, notamment saxons, qui vont s'emparer du pouvoir, un peu comme les Maures en Espagne au 7e siècle, 8e siècle, et qui vont donc créer les royaumes anglo-saxons qu'on connaît. Voilà un petit peu la fin de l'Empire romain. À l'est, l'Empire romain survit, parce qu'il est moins exposé dans la zone concernée.
Et donc, effectivement, l'Empire byzantin, lui, va vivre 1000 ans, mais attention, hein, il ne va pas vivre 1000 ans en pleine gloire. Les 3 ou 4 derniers siècles vont quand même être épuisants pour Byzance, dont le territoire va se réduire à peau de chagrin. Déjà, à partir évidemment du 7e siècle, l'Égypte et toutes les provinces orientales, sauf l'Anatolie, sont perdues. Et donc l'Empire byzantin va se résumer finalement, pour simplifier, globalement aux Balkans et à l'Anatolie. Les Slaves vont ensuite dépecer une partie des Balkans, et donc ça se limitera à la Grèce et à la côte occidentale de l'Anatolie. Pillage en 1204 par les Latins, sur le chemin vers les croisades, et puis ensuite la ruine, et la division religieuse entre l'Ouest et l'Est, qui empêche l'Europe occidentale de venir à l'aide de Byzance, et donc qui va tomber aux mains des Ottomans. Mais là on est déjà beaucoup plus loin. La chute de Rome, donc en 2 temps. Chute de Rome et chute de Byzance, mais Rome, effectivement, au 5e siècle, s'est effondrée, et n'a jamais remonté la pente.